Bonjour à tous et bienvenue dans Job Story, votre rendez-vous dédié aux récits et expériences autour du travail. Ce podcast est une initiative de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Dans chaque épisode, nous explorerons différentes facettes de la qualité de vie au travail à travers les yeux et les histoires de ceux qui façonnent ces environnements chaque jour. Pour ce second épisode, nous allons nous plonger dans un secteur connu pour son rythme intense, ses exigences élevées et ses défis quotidiens, celui de la restauration. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir deux professionnels pour discuter de la qualité de vie et des conditions de travail dans ce domaine si particulier. Clément Joly, directeur de la maison Cousin Traiteur, partagera son expérience sur la gestion des équipes dans un environnement souvent sous pression. Puis Sandrine Blanchet, chargée de mission à l'ARACT Nouvelle-Aquitaine, nous apportera son éclairage sur les bonnes pratiques à adopter pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de la restauration. Nous allons explorer comment la QVCT peut être un levier pour améliorer à la fois la performance et le bien-être des équipes et pourquoi elle est essentielle pour la pérennité de ce secteur. Job Story épisode 2 avec Clément Joly, découvrons son récit. Je suis Clément Joly, président et directeur général de la maison Cousin Traiteur depuis 1 an et demi. C'est une aventure passionnante pour moi puisqu'il s'agit d'une reconversion professionnelle assez forte. J'ai travaillé avant cela dans le monde de la gestion d'actifs, donc une activité très immatérielle par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Et c'était justement une volonté de ma part de quitter un secteur qui m'avait plutôt très bien traité et dans lequel j'étais heureux. Mais il y avait une frustration en termes de services rendus, d'impact, puisque j'ai travaillé plutôt dans un grand groupe international qui m'a permis de partir à l'étranger et de faire une carrière passionnante. Mais c'est vrai que dans un grand groupe, on a tendance à être noyé dans la masse et l'impact qu'on espère avoir ou qu'on pense avoir est assez limité. Donc il y avait une vraie volonté de ma part d'avoir un impact et d'avoir un vrai métier concret de service. Sur cette base-là, j'ai décidé de quitter le secteur de la finance et de rechercher une entreprise à reprendre. J'avoue avoir été assez ouvert en termes de secteur, dès lors que ce qui me plaisait, c'était qu'il fallait que le secteur m'intéresse, me donne envie d'incarner aussi l'entreprise. C'était important pour moi et encore une fois, que l'entreprise me permette d'avoir cet impact que je pense qu'une entreprise doit avoir aujourd'hui. Le secteur de la restauration traiteur, il a cet énorme avantage de concilier à la fois un métier de service et de production. Souvent, quand vous recherchez une entreprise, on vous dit « mais qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Est-ce que vous voulez du B2B, du B2C ?» Et moi, j'étais un peu gêné. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un métier qui m'intéresse, qui me parle et que j'ai envie d'incarner. Et en l'occurrence, le monde de la restauration, vous êtes clairement dans un métier de service, mais vous avez aussi cette dimension production avec de la création culinaire et plein de choses à faire. Alors moi-même, je ne suis pas cuisinier ni serveur, mais organiser cette production et ce service, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et puis bien sûr, c'est un métier concret pour le coup, c'est ce que je recherchais, et puis qui me parle, qui parle à beaucoup de gens. En tant que consommateur, je vois très bien ce que c'est, je vois très bien ce que je souhaite avoir. Donc c'est beaucoup plus simple quand vous changez de secteur d'avoir un métier que vous comprenez. J'ai visité d'autres entreprises, sans doute économiquement beaucoup plus rentables, mais qui ne me parlaient pas et ça ne correspondait pas à mon projet professionnel et mon projet d'entreprise. La maison Cousin Traiteur, c'est une maison dont on va fêter les 50 ans l'année prochaine, fondée par Francis Cousin à l'époque, qui a commencé comme une activité de traiteur en boutique de centre-ville à Poitiers, et puis qui a su évoluer à la fois dans le monde du traiteur événementiel et en restauration, puisqu'aujourd'hui c'est un groupe de 3 établissements, 2 restaurants à Poitiers, l'atelier sur la zone du Grand Large et le rendez-vous à Billard à côté de l'aéroport. Mais c'est vrai que l'essentiel de l'activité, à peu près 75-80% du chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est l'activité traiteur qui réalise des prestations sur tout le Grand Ouest, on va dire sur un axe Paris-Bordeaux. Donc aujourd'hui, toute la production est centralisée à Poitiers. Tous nos collaborateurs sont aujourd'hui basés à Poitiers, soit dans la partie traiteur, au bureau, au siège ou en production, ou bien dans les restaurants. Et on essaye le plus possible de créer un esprit groupe et de faire en sorte que les gens se sentent au sein de la maison Cousin Traiteur. Alors bien sûr, chacun a son rôle spécifique et a son établissement d'attache. Mais si on peut faire en sorte que certains serveurs aillent aider sur des prestations, que certains maîtres d'hôtel événementiels viennent de temps en temps sur la partie restaurant, ça permet de créer une émulation et un sentiment d'appartenance qui me semble important. Puisqu'une des spécificités, c'est justement qu'on est donc aujourd'hui 62, même aujourd'hui je crois, dans le groupe, ce qui fait que par exemple on a une obligation légale d'avoir un CSE qui différencie aussi beaucoup par rapport à certains restaurants. Et c'est vrai que je pense que ça apporte beaucoup aussi. Là aujourd'hui on parle de qualité de vie au travail. Le rôle du CSE est important.
Le secteur est très exigeant sur beaucoup de plans et notamment sur le plan évidemment qualité de vie au travail. Moi qui ai vécu une autre expérience dans un univers totalement différent, dans un grand groupe bancaire, je peux vous confirmer que les conditions de travail n'ont pas grand-chose à voir. Le vivre au quotidien, c'est effectivement très exigeant, que ce soit sur les rythmes de travail, notamment, alors sur la restauration, c'est encore un peu différent de la partie traiteur. La restauration, ça va être peut-être les coupures, même si un de nos restaurants, l'atelier, ne travaille pas le soir. Donc ça, c'est aussi une spécificité du restaurant. Mais sur le rendez-vous, il y a une coupure de midi. Donc ce sont des rythmes particuliers. Alors après, ça a des avantages et des inconvénients. Certains, au contraire, sont ravis d'avoir cette coupure parce qu'ils peuvent passer du temps avec leur famille, enfin voilà, chercher les enfants à l'école. Donc chacun y trouve son compte. Mais c'est vrai que c'est particulier, il n'y a pas de doute. Et c'est pas toujours facile d'avoir un équilibre vie professionnelle, vie familiale. Et sur la partie traiteur, c'est encore plus frappant puisque l'activité est particulièrement saisonnière. Il y a des mois où il ne se passe vraiment pas grand-chose, notamment en février, mars, alors que sur des mois très chargés comme le mois de juin, le mois de septembre, le mois de décembre, c'est très très compliqué d'assurer effectivement cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pareil sur les jours de repos, vous avez évidemment 2 jours de repos par semaine, mais d'une semaine sur l'autre, vous ne savez pas forcément quels seront ces jours et ce ne seront pas toujours les mêmes. Et ça, malheureusement, même si on essaye de faire tout ce qu'on peut en termes de planning, de donner le plus de visibilité possible, c'est de pire en pire dans le sens où les clients se décident le plus souvent à la dernière minute. Donc forcément, les plannings changent assez rapidement. Mais il y a aussi l'aspect physique qu'il ne faut pas non plus négliger. C'est aussi, encore une fois, surtout sur la partie traiteur, c'est des bacs d'assiettes à soulever, à charger dans les camions, c'est produire dans un laboratoire où il fait froid. C'est vrai que c'est exigeant, tant sur le plan physique que sur le plan personnel. La Maison Cousin est souvent décrite comme une entreprise familiale et moi-même, je suis le premier à mettre cette valeur en avant. Cette polyvalence et ce côté familial, je pense que ça fait partie de l'ADN Cousin. Et l'autre jour, j'entendais, attention, les risques des entreprises qui se présentent comme familiales et polyvalentes, c'est la meilleure façon d'abuser un peu du système et de vous exploiter. Fuyez, grosso modo, les entreprises qui se disent polyvalentes et familiales. Donc ça m'a alerté, je me suis dit, mais qu'en est-il chez nous? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on fait? Et je suis convaincu que, heureusement que ce n'est pas le cas. Je comprends très bien les dangers, effectivement, de dire, ah, on est une grande famille, donc on va travailler longtemps, on va faire des horaires, mais oui, mais c'est pas grave parce que c'est pour la famille. Et puis on est polyvalent, donc bah oui, bah, tu peux faire du service, tu peux faire de la plonge, voilà. Je vois très bien les dérives que ça peut entraîner. Maintenant, j'avoue que je préfère l'idée de me dire que les gens sont polyvalents, que ça ne pose pas de problème, que quelqu'un, moi franchement, d'ailleurs ça m'est déjà arrivé, quelqu'un à la plonge qui n'est pas là, qui part parce qu'elle ne pouvait pas arriver, elle était malade, mais malgré tout il faut faire la plonge, et tout le monde est occupé à faire autre chose. Ça ne va pas être mon rôle et ça doit être exceptionnel, mais pourquoi pas faire la plonge? On a des exemples merveilleux de cuisiniers qui aujourd'hui sont devenus maîtres d'hôtel. Donc cette polyvalence, moi je trouve que c'est super, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça se transforme en abus. Pareil pour le côté familial. Le côté familial, pour moi concrètement, ça veut dire qu'effectivement on est engagé et on est solidaires les uns avec les autres. Ce qui arrive aussi qu'on puisse s'engueuler. L'état d'esprit, c'est on a un problème, on est là pour aider le client, on va faire en sorte que le client soit satisfait et on se serre les coudes. La polyvalence et l'esprit familial, c'est quelque chose qui n'est pas négatif, mais effectivement, il faut faire attention qu'il n'y ait pas d'abus de ce côté-là. Alors en ce qui concerne les choses qu'on a pu mettre en place depuis notre arrivée, donc encore une fois, nous on est arrivés, alors je dis nous parce que j'ai un associé, Philippe Paroissien, qui lui pour le coup a l'expérience secteur et ce qui accélère quand même énormément les choses. Il faut bien comprendre qu'il y a déjà eu pas mal de choses en place. On ne se présente pas comme ceux qui allons révolutionner le secteur et on prend les choses en route. Et il faut bien avouer que jusque-là, la Maison Cousin, je pense, avait plutôt pas mal géré la chose. Les signes quand même, quand on est arrivé, c'était le turnover qui est relativement faible pour un secteur qui est connu pour avoir un fort turnover. Le meilleur exemple, c'est la semaine prochaine, on va remettre des médailles du travail à 7 collaborateurs. L'un d'entre eux, alors part justement là maintenant à la retraite, mais il avait quand même 46 ans de maison, il n'a connu que la Maison Cousin Traiteur comme employeur. Mais on a aussi d'autres personnes qui ont vu aussi autre chose, donc qui ont pu constater qu'il y avait un autre monde ailleurs et que finalement on y est pas mal, puisque sur les 7, on a plusieurs médailles d'argent, plusieurs médailles d'or. Ça représente une ancienneté de plus de 20 ans, voire plus de 30 ans, et même certains plus de 40 ans dans la maison. La direction précédente, donc la famille Cousin qui était en place avant qu'on arrive, avait déjà initié beaucoup de choses. Et pour valider en fait ça et puis pour continuer à améliorer les choses, ils ont décidé d'être certifiés ISO 20121, qui est une norme dédiée au monde de l'événementiel et qui couvre toute la RSE. Pour mémoire, la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE, c'est de concilier en fait les différents enjeux économiques, sociétals et puis la partie environnementale, et qui inclut évidemment tous ces aspects de qualité de vie au travail.
Donc, avant qu'on arrive, l'entreprise avait déjà été certifiée, donc ça prouve bien qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été mises en place. Maintenant, il est sûr que, de façon générale, moi, je crois beaucoup à l'amélioration continue. Donc, il y aura toujours des choses à améliorer. Et clairement, dans le monde de la restauration et du monde du traiteur, il y a encore beaucoup de choses à faire. Que ce soit sur le plan du système de management, la façon dont on gère les équipes, la façon de déléguer les choses, mais aussi concrètement sur vraiment la qualité de vie au travail en termes de sécurité, en termes de rythme. Il y aura toujours des choses à faire. Ça, j'en suis convaincu et on a déjà identifié. On a un plan d'action dans le cadre de la certification ISO 20121. Nous devons, et c'est très bien, d'avoir un plan d'action qui est suivi. On a aussi des audits internes et des audits externes qui vérifient qu'on fait bien ce qu'on dit et aussi qu'on dit ce qu'on fait. On a toute une liste d'actions, que ce soit sur la formation des collègues. Notamment, un des changements pour le coup que nous, on a envie de mettre en place, c'est peut-être de déléguer un peu plus. Moi, je crois beaucoup à la délégation, à la responsabilisation des uns et des autres. Ça passe par la communication avec les uns et les autres. Ça passe par la formation, qui est obligatoire, hein, et c'est tant mieux, mais c'est vrai que c'est bien de le dire, mais avec des rythmes de travail qui sont compliqués, il faut pouvoir faire en sorte d'organiser. Et ne serait-ce que d'organiser la formation, c'est pas toujours simple. Donc là, typiquement, cet été, on a organisé des formations pour à la fois les cuisiniers, parce que l'activité, en fait, contrairement à ce que beaucoup pensent, l'activité traiteur, elle était relativement calme, en tout cas dans la semaine. Les week-ends sont très chargés, mais la semaine est calme, ce qui nous a permis d'organiser des sessions de formation pour les cuisiniers, mais aussi des formations à la sécurité incendie. Donc il y a tout un plan de formation qui est en train de se mettre en place et sur lequel on va beaucoup insister. Un des changements aussi qu'on a mis en place, c'est la systématisation tous les ans d'un entretien individuel, avec la mise en place d'objectifs pour motiver, mais aussi pour pouvoir expliquer aux uns et aux autres ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, et encore une fois dans une démarche d'amélioration continue. Moi, j'ai eu les entretiens individuels, j'ai insisté, et même si je suis en train de mettre en place un middle management, j'ai insisté cette année pour réaliser tous ces entretiens individuels. Donc, j'ai rencontré les 60 les collaborateurs, où on a passé du temps, mis en revue sur comment s'est passé l'année passée, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'année prochaine, comment on peut améliorer les choses, comment ils ont perçu aussi la nouvelle direction et comment ça s'est passé. Et clairement, tous les retours ont été positifs. Alors, j'ose espérer que je mets en place un système de confiance où les gens se sentent à l'aise pour dire ce qui ne va pas. Et en l'occurrence, il y a des retours aussi négatifs, donc c'est plutôt bon signe. Et globalement, ils apprécient les choses qui sont mises en place. Encore une fois, ce n'est pas une révolution, puisque ce qui se passait avant était bien. Mais voilà, peut-être plus de communication, plus de transparence, la mise en place de réunions d'équipe qui n'existaient pas jusque-là, pour échanger, pour communiquer. Je pense que c'est très important. Si on veut faire améliorer les choses, il faut que chacun apporte quelque chose. On n'est pas encore là où je voudrais qu'on soit, mais clairement, il y a une amélioration et c'est reconnu. Je l'ai vu dans les entretiens individuels, je l'ai vu aussi dans le baromètre social qu'on a commencé. Alors, c'est vraiment un embryon. On a fait un premier questionnaire en avril où les résultats étaient globalement très positifs sur l'idée d'engagement, sur les conditions de travail, justement. Alors, c'était encore trop général, à mon sens. Donc, on va refaire un questionnaire là, pendant le dernier trimestre de cette année, avec des questions peut-être un petit peu plus précises pour pouvoir derrière, justement, enclencher des actions. Parce qu'il ne suffit pas de poser des questions et d'avoir des résultats. Il faut derrière que ça découle sur des actions. Mais là, encore une fois, les retours étaient positifs. Je pense que ça a été plutôt bien vu. Il y a aussi des petites choses concrètes qui sont plus visibles et qui sont justement appréciées beaucoup par les collaborateurs. Et c'est quelque chose qui est assez symbolique au sein de la Maison Cousin. C'était l'histoire des racks à verre. Quand on est arrivé, il y avait il y avait uniquement des boîtes en carton pour ranger les verres. Historiquement, ça a été toujours fait comme ça. Et apparemment, beaucoup de gens s'en plaignaient. Et à notre sens, quand on est arrivé, c'était à juste titre. Donc, on a investi dans des racks à verre que tout le monde fait normalement dans le monde de la restauration et du traiteur. Et c'est vrai que les équipes sur prestation ont apprécié parce que ils sont plus fiers de venir avec un beau rack à verre logoté tout neuf qu'avec des boîtes en carton un peu moches. Mais aussi au niveau de la plonge, ça permet aussi plus d'efficacité. Le travail est beaucoup plus simple. Ils prennent le rack à verre, ils le mettent dans le tunnel de lavage plutôt que de vider les verres, de les essuyer. Enfin voilà, c'est emblématique, on va dire, des petits changements et qui ont été beaucoup appréciés par les collaborateurs. Pour moi, l'objectif numéro 1, quand j'ai repris un objectif à, on va dire, à 5 ans, c'est de pouvoir dire dans 5 ans que la marque employeur, si on peut parler de marque employeur pour la Maison Cousin Traiteur, est vraiment reconnue. Et pour moi, ça validera la stratégie. Les prochaines étapes, en fait, il n'y a pas de grand soir. C'est vraiment de l'amélioration continue. Typiquement, je reviens sur mon histoire de rack à verre. Comment est-ce qu'on range les verres dans les racks à verre ? Il y avait une première version, puis on est revenu à une deuxième version. Donc, c'est de l'amélioration continue. C'est en le faisant qu'on améliore les choses. C'est en communiquant, en disant voilà pourquoi c'est bien, voilà pourquoi c'est pas bien. Et on fait progresser les choses.
Sur la partie traiteur, il y a déjà eu des évolutions par le passé. Par exemple, une des caractéristiques de la Maison Cousin, c'est d'avoir beaucoup de gens en interne, que beaucoup de traiteurs utilisent de plus en plus d'indépendants. Nous, on a fait le choix d'avoir des gens en interne. Je pense que c'est un bon choix parce que ça permet d'avoir des gens qui connaissent bien l'entreprise, qui sont engagés envers l'entreprise. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même faire évoluer les choses parce que ça va être difficile de recruter aussi des gens qui sont dans, on va dire aujourd'hui, le moule Cousin. Aujourd'hui, il y a un moule Cousin, je pense vraiment, avec ses avantages et ses faiblesses, comme toujours. Mais je ne suis pas sûr que ce moule soit adapté à ce que recherchent les futurs collaborateurs. Pour nous, il y a un gros enjeu, effectivement, si ce n'est de transformation, en tout cas d'évolution. Je ne suis pas sûr encore vers quoi on va aller, mais c'est indéniable qu'on va devoir évoluer. Après, on l'a vu dans la restauration, il y a beaucoup de restaurants qui ferment le week-end, tout simplement pour permettre aux collaborateurs d'avoir leurs 2 jours de repos le week-end. Mais après, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de clients vont se plaindre en disant « mais c'est quoi ce restaurant qui ferme le week-end ?» Et c'est un équilibre à trouver. Est-ce que les consommateurs derrière vont suivre ? C'est aussi ça la question. On revient toujours à l'idée de conciliation entre les enjeux économiques et la qualité de vie au travail. Si tous les clients acceptaient de ne faire des événements que dans la semaine et jamais le week-end, effectivement, ce serait beaucoup plus simple de donner son samedi à tout le monde. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, on doit faire avec la réalité du secteur, essayer de compenser le mieux possible. Est-ce que demain on utilisera beaucoup plus de gens en extra plutôt que les CDI qu'on a aujourd'hui ? J'en suis pas convaincu. Franchement, c'est pas forcément ce que je souhaite, mais c'est vrai que c'est des enjeux très importants qu'il va falloir qu'on prenne en compte. Un mot-clé important, c'est la responsabilité. Une des raisons pour lesquelles je me suis engagé dans l'entrepreneuriat, c'est justement pour avoir un impact. Et je suis convaincu que l'entreprise est sans doute un des meilleurs moyens d'avoir un impact. Et donc, elle a une responsabilité. Et moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai une responsabilité de faire en sorte que cet impact soit réel. Et puis, c'est de l'amélioration continue. C'est vraiment la stratégie. Encore une fois, c'est pas la stratégie du grand soir. C'est travailler ensemble sur comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, en ayant conscience qu'on peut essayer quelque chose et ça marche pas. Et donc, on retourne en arrière. C'est être à l'écoute en vue d'améliorer les choses au fur et à mesure. Nous venons d'entendre le discours de Clément Joly, directeur de la Maison Cousin Traiteur. Écoutons à présent celui de Sandrine Blanchet, chargée de mission à l'ARACT de Nouvelle-Aquitaine. Je m'appelle Sandrine Blanchet, je suis chargée de mission à l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail de Nouvelle-Aquitaine. Depuis 6 ans, je suis de formation ergonome psychologue du travail. On cherche à explorer des sujets qui sont nouveaux, des méthodes de travail, des outils qui permettent aux entreprises de mieux s'emparer de la question des conditions de travail. On fait des expérimentations avec elles, donc on essaye avec elles de déployer des nouvelles approches, de tester des nouveaux outils, des nouvelles façons de faire. Et puis après, on essaye de le faire savoir au plus grand nombre. D'une manière générale, effectivement, on se retrouve sur l'idée d'un secteur assez exigeant, notamment en termes de pénibilité physique, de rythme. Nous, on a réalisé une étude auprès de personnes qui ont quitté ce secteur d'activité et qui ne voulaient plus y retourner, en regardant quels étaient les facteurs qui faisaient qu'ils ne voulaient plus y retourner. Et on a détecté, alors bien sûr, il y a des aspects de rémunération, mais il y a aussi toute la pénibilité physique qui est ressortie chez ces personnes-là, et plus particulièrement chez les populations féminines. Chez les populations masculines, on retrouve en premier lieu la qualité du management. Et bien sûr, on retrouve l'articulation des temps de vie, qui aujourd'hui n'est pas encore complètement facile à régler pour ce secteur d'activité. D'une manière générale, on retrouve les exigences que nous a décrit Monsieur Joly. Après, il y a quand même des essais dans ce secteur-là qui fonctionnent bien, avec des ajustements justement sur les rythmes de travail, un travail sur les plannings et sur la prévisibilité du temps qu'on va pouvoir avoir pour sa famille et pour son emploi, qui commence à se faire jour. Donc tout n'est pas non plus tout blanc ou tout noir. En fait, le secteur peut s'adapter bien sûr en faisant des compromis, mais nous on rencontre des restaurateurs qui peuvent faire ça. J'ai entendu que c'était un travail que faisait l'entreprise Cousin Traiteur. Pour accompagner les entreprises qui ont envie de réfléchir en fait à ces problématiques que posent les conditions de travail, que peut poser par exemple la transition écologique mixée avec les conditions de travail, comment on assure les 3 piliers qu'a décrit Monsieur Joly, tout en faisant en sorte que le travail soit réalisable dans de bonnes conditions. Nous, on peut accompagner les entreprises, par exemple en faisant des ateliers de prospective,
où justement on va amener l'ensemble des équipes, en associant bien sûr les représentants du personnel lorsqu'il y en a, à réfléchir à le travail de demain, quel pourrait-il être et comment on peut trouver des modèles ressources humaines adaptés, comment on peut garantir un meilleur équilibre pro-perso à l'avenir, etc. Donc c'est un exemple d'accompagnement. Un autre exemple, je trouve que c'était très intéressant la façon dont Monsieur Joly a décrit le choix du matériel, notamment les racks à verre. L'équipe a été associée au choix, on a travaillé avec plusieurs fournisseurs et puis finalement dans la durée, à l'épreuve du temps, on s'est aperçu que ça pouvait poser quelques problèmes. Donc nous, on propose des accompagnements aux entreprises, notamment pour aider à associer en fait l'ensemble des salariés à ces choix-là, à mener l'expérimentation et puis à savoir à la fin ce qu'il faut ajuster et ce qui aurait besoin d'être pris en compte sur le plan physique, sur le plan de l'organisation du travail, sur le management de tout ça. Un autre exemple, c'est la construction, par exemple, d'un baromètre qui permet d'évaluer comment les personnes évoluent au fil du temps dans l'entreprise. Encore faut-il savoir formuler ce baromètre. Donc, on peut accompagner les entreprises là-dessus. Monsieur Joly a aussi parlé de la façon de déléguer et de responsabiliser les équipes. Ça, c'est un point qui est vraiment très riche dans cette structure, de pouvoir redonner la possibilité aux équipes de s'exprimer et d'agir, en fait, d'avoir un impact sur leur travail. Mais ça se fait pas toujours facilement. D'abord parce qu'on a pris des habitudes plus ou moins bonnes. Par exemple, jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas de réunion d'équipe. Alors du coup, maintenant, on se réunit, donc des fois, on se dispute. Donc ça veut dire que faut aussi structurer cette prise de parole, comment on organise les espaces où on va discuter du travail, comment on organise la responsabilisation pour que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas des personnes qui se sentent surengagées ou avec des choses qui les dépassent. Ça passe aussi par de l'accompagnement et de la formation. Et donc nous, on va pouvoir aider en fait les entreprises à définir en fait le niveau de responsabilisation qu'elles peuvent confier à leurs équipes, sachant que bien souvent, c'est quand même celui qui réalise le travail qui a des solutions en tête. Encore faut-il qu'on lui demande et qu'il ait la possibilité de les exprimer. Aux entreprises qui nous évoquent l'idée que ça va coûter d'investir dans des aménagements sur les conditions de travail et que pour la stabilité économique, c'est pas si facile que ça. J'ai tendance à leur répondre que prendre soin d'un collaborateur qui revient le lendemain en bon état, qui n'est pas blessé, pas découragé, qui sait bien faire son travail, c'est quand même s'assurer d'avoir les forces nécessaires demain pour assurer le travail à faire, éventuellement proposer des choses supplémentaires pour développer davantage l'activité. Donc finalement, quand on regarde les ratios d'investissement entre ce qu'on investit pour la prévention, par exemple, ce qu'on retrouve dans le chiffre d'affaires d'une entreprise, il y a des études qui montrent que ce ratio il est de 1 pour 2, c'est-à-dire que pour 1 euro investi, je récupère 2 euros, puisque ça me permet de développer autre chose, de mettre mes salariés dans d'autres dispositions pour pouvoir faire évoluer l'entreprise. Donc, investir sur les conditions de travail, c'est déjà rentable économiquement, mais je ne sais pas si on peut restreindre aujourd'hui dans une logique justement de préoccupation environnementale, écologique, de l'appauvrissement de toutes nos ressources. Est-ce que finalement préserver le facteur humain, c'est pas juste une priorité qu'on doit tous se donner parce que on ne pourra pas s'en sortir si on s'intéresse pas à cette dimension-là de manière ferme. Et on voit que il y a une disjonction parfois dans la perception qu'ont les entreprises, par exemple entre transition écologique et conditions de travail, il y aurait pas forcément de lien, alors qu'en fait si, parce que si les bâtiments sont pas bien isolés et qui commence à faire de plus en plus chaud, il y a bien un moment donné où les gens vont être moins en capacité d'être concentrés parce que la chaleur diminue la concentration et vont être donc moins efficaces au travail. Il y a des liens qui se font de manière quand même entre la partie économique, la partie territoire, la partie conditions de travail. Je trouve que ce qu'on a entendu dans le témoignage de Monsieur Joly, c'est rassurant sur la façon dont une direction d'un établissement du secteur hôtellerie, café-restaurant, tourisme peut s'emparer des problématiques que rencontrent les salariés au quotidien, dont le management donc se préoccupe véritablement des ajustements nécessaires. On entend beaucoup aujourd'hui dans le discours ambiant, et parce que c'est peut-être aussi plus simple de penser comme ça, que les jeunes ne veulent plus travailler, ils sont feignants, les gens sont plus engagés, ils sont démotivés. Mais en fait, les salariés, d'une manière générale, si on leur donne un travail génial avec des conditions de travail exceptionnelles, ils obtiennent la médaille du travail. Ils restent en fait dans une entreprise. Là où aujourd'hui le marché du travail donne plus de place à la possibilité de changer de boulot facilement, et puis voilà, on reste pas parce que voilà, franchement, on a été malmené par, je sais pas, le chef d'équipe, etc. Effectivement, ça peut laisser penser que c'est la population
des nouveaux arrivants qui ont un statut plus précaire aussi, donc moins installés dans la vie, qui fait qu'ils sont moins engagés. Mais en vérité, c'est pas forcément le cas. Donc, je trouve que quand on arrive à trouver des restaurateurs qui disent ben non, moi je veux responsabiliser les équipes. Par exemple, le cas de la polyvalence est très intéressant aussi. Il y a quand même beaucoup d'endroits dans le secteur HCR où le cuisinier c'est le cuisinier, celui qui fait la plonge c'est celui qui fait la plonge, celui qui est en salle c'est celui qui est en salle. Alors que finalement, quand on introduit cette polyvalence, ben, il le dit très bien, il peut y avoir des entraides, il y a même des entraides entre des unités qui n'ont pas le même cœur de métier. Et donc c'est comme ça finalement que l'entreprise arrive à se développer et à survivre aussi aux aléas du quotidien qu'elle rencontre. Dans les accompagnements qu'on peut proposer, évidemment, la qualité de vie et les conditions de travail, c'est un peu le cœur de notre actualité. Donc, on accompagne les entreprises et on les aide à structurer des démarches de mise en place d'une qualité de vie et des conditions de travail, de négociation avec les instances représentatives du personnel. On travaille aussi sur les questions justement d'attractivité et de fidélisation qui font un lien direct avec ce sujet-là et des accompagnements sur le lien justement entre RSE, transition écologique et qualité de vie et des conditions de travail. Alors, pour faire appel au service du NARACT, il suffit d'aller sur le site de l'ARACT de votre région. Vous trouverez en général de quoi nous contacter. Vous pouvez aussi regarder la composition de l'équipe et puis vous pouvez nous appeler, bien évidemment. Et on est présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn en particulier. Nous voici arrivés au terme de ce deuxième épisode de Job Story. Merci à Clément Joly et Sandrine Blanchet d'avoir pris part à ce podcast. Je vous remercie, chers auditeurs, d'avoir choisi de passer ce temps avec nous. Nous espérons que vous avez trouvé cet échange aussi enrichissant qu'inspirant. Job Story est une initiative de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine et nous sommes fiers de contribuer à l'amélioration des conditions de travail à travers ces dialogues et ces découvertes. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme préférée pour ne rater aucun de nos prochains épisodes. Chaque histoire a le pouvoir d'éclairer, d'inspirer et peut-être même de transformer votre environnement professionnel. Alors rejoignez-nous très prochainement pour un nouveau récit captivant et d'ici là, prenez soin de vous et continuez de faire de votre lieu de travail un espace où chacun peut s'épanouir. À très bientôt sur Job Story.